Imaginez un cosmos où, dans l'immensité vide, des planètes se forment. C'est comme une immense cuisine où les étoiles se mélangent au gaz et à la poussière pour créer quelque chose d'extraordinaire. Les planètes enfants, comme des bulles de savon, se formaient lentement à partir de nuages de gaz 30 fois plus grands que notre Soleil actuel. Dans ce tourbillon de gravité et de collision, les germes de la Terre commençaient à se rassembler, comme de petites particules de poussière qui s'accumulent à la surface. Chaque morceau qui se fondait avec les autres représentait une masse incroyablement chaude, dont la température dépassait les 1000 degrés Celsius. Mais le plus fascinant, c'est que, à ce moment-là, la Terre n'avait ni océan ni air, seulement des courants de magma en fusion et des gaz toxiques qui créaient une atmosphère complètement inhospitalière pour la vie. Il fallut des millions d'années pour que la Terre se calme et se refroidisse, comme un chocolat chaud laissé dans le congélateur. Et maintenant, le plus intéressant, lorsque la croûte terrestre commença à se solidifier, des volcans continuaient à rugir en dessous, crachant de la lave qui aurait pu remplir un océan entier. Savez-vous que, à cette époque, la Terre n'avait rien de comparable à la vie moderne? Les premiers organismes qui apparurent étaient des bactéries microscopiques capables de survivre dans des conditions que nous trouvons aujourd'hui uniquement dans les fonds marins volcaniques. C'était une époque où l'oxygène dans l'atmosphère était virtuellement absent, et chaque molécule que nous expirons aujourd'hui aurait été perçue comme un véritable don. Imaginez maintenant que, au fil des millions d'années, des processus complexes ont commencé à produire de l'oxygène dans les océans, permettant ainsi à des formes de vie plus complexes de se développer. Mais ce n'est pas tout. Il y a eu un temps, dans un passé lointain, où des organismes géants de la taille d'un bus chassaient leurs rivaux. Et vous ne le croirez pas, mais une atmosphère qui était autrefois déserte commence à se remplir de sons de vie lorsque les premiers animaux commencent à quitter l'eau et à coloniser la terre ferme. Ce voyage dans le temps, couvrant des milliards d'années, ressemble à une page d'un roman de science-fiction où chaque nouvelle découverte engendre plus de mystères et de questions. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? Les scientifiques estiment que nous ne savons même pas 30% de la manière dont notre planète s'est formée. Imaginez un nuage cosmique de gaz et de poussière qui commence à tourner lentement autour d'un jeune soleil, comme un immense tourbillon préparant les scènes de la naissance de nouveaux mondes. Ce disque protoplanétaire, composé de particules qui deviendront un jour des planètes, se forme sous l'influence de la force de gravité, et la température au centre atteint des milliers de degrés Celsius, créant une lumière éclatante. Le processus de formation de ce disque dure des millions d'années, et à chaque étape, nous voyons les particules s'agréger progressivement, se heurter et se combiner pour former des objets de plus en plus grands. Dans cette grandiose danse cosmique de la matière, les particules se déplacent à une vitesse incroyable, atteignant parfois plusieurs kilomètres par heure, tandis que la lumière émanant des nuages chauds contraste avec le fond noir profond de l'espace, nous faisant réaliser à quel point ce processus est immense et mystérieux. Autour du jeune Soleil se forment des anneaux qui s'épaississent progressivement, formant des protoplanètes. Savez-vous comment cela se passe? De petites particules interagissent entre elles pour former des amas plus gros, qui, au fil des millions d'années, deviennent des corps massifs capables de capturer et de retenir d'autres objets. Ces premières phases de la formation d'un système planétaire sont pleines d'événements fascinants. Des collisions, des explosions et la synthèse de nouveaux éléments chimiques qui deviendront la base de la vie telle que nous la connaissons. Mais ce n'est pas tout. À l'intérieur de ce disque en rotation, se forment des zones où la température et la pression atteignent des valeurs critiques, créant des conditions propices à la formation de planètes et même d'étoiles. Imaginez ces régions chaudes où les gaz se compressent jusqu'à des densités incroyables, où se produit la synthèse thermonucléaire qui, en fin de compte, devient la source de lumière et de chaleur pour des systèmes entiers. C'est fascinant de constater que ces processus sont à l'origine du fait que des étoiles comme notre Soleil commencent à briller, éclairant les planètes qu'elles créent. Et maintenant, le plus extraordinaire, dans ce tourbillon cosmique, au cours de la formation du disque protoplanétaire, se forment non seulement les matériaux pour les planètes, mais aussi des molécules organiques qui pourraient devenir la base de la vie. N'est-ce pas extraordinaire? Chaque jour dans l'espace se produit quelque chose d'extraordinaire. Des particules, des grains de poussière, de la taille d'un micron, se heurtent les unes aux autres, créant de véritables chefs-d'œuvre cosmiques. Imaginez, au cours de ce processus d'accrétion, qui peut durer des millions d'années,
les plus petites particules commencent lentement à se coller les unes aux autres, formant de petits cailloux de la taille d'un grain de sable. Ce processus ressemble à une danse lente, presque hypnotique, où chaque particule, comme au ralenti, se dirige vers une autre pour se fondre en un tout. Les collisions se produisent à des vitesses extrêmement faibles, seulement quelques centimètres par seconde, ce qui les rend virtually imperceptibles. Mais ces interactions imperceptibles mènent à la formation de corps plus grands, qui deviendront un jour des planètes. Avez-vous déjà imaginé à quoi ressembleraient ces collisions si nous pouvions les observer de près ? Les scènes qui s'offriraient à nous ressembleraient à une installation artistique, où les particules, en apesanteur, forment des nuages de matière qui s'épaississent progressivement et deviennent de plus en plus massives. Les collisions peuvent être aussi douces que violentes. Dans le premier cas, les particules se collent simplement, tandis que dans le second, elles se brisent en éclats qui reprennent leur voyage à travers l'espace à la recherche de nouveaux alliés. Chaque tel processus n'est pas seulement un événement aléatoire, mais le résultat d'interactions qui, en fin de compte, peuvent mener à la formation de planètes entières. Et ainsi, au fil de millions d'années, ces petits cailloux, formés de particules, deviennent des objets de la taille d'une montagne, puis des planètes semblables à notre Terre. Mais ce n'est pas tout. Au cours de l'accrétion, se forment également tous les éléments dont la vie est composée. Quel incroyable parcours parcourent ces particules pour devenir ce que nous voyons aujourd'hui. Et que se passe-t-il lorsque différentes masses commencent à se heurter avec une force capable de détruire tout sur son passage? Lorsque la gravitation commence à prendre de la force, des tempêtes de corps rocheux apparaissent dans l'espace, cherchant à se regrouper en formations plus grandes. Imaginez un espace infini, rempli de milliers de planétoïdes, chacun ayant des dimensions allant de quelques dizaines de mètres à 1 kilomètre, tournant sur leurs orbites comme des étoiles dansant dans l'infini. Ces corps rocheux, durs comme le granit, avec des arêtes vives et des surfaces rugueuses, deviennent des centres d'attraction. Les forces gravitationnelles agissant sur eux commencent à exercer une influence de plus en plus notable, attirant vers eux les particules restantes qui, sinon, auraient pu rester dans le vide. Imaginez maintenant, sur l'un de ces corps, de la taille d'une petite ville, il peut y avoir de nombreux petits débris qui, à leur tour, deviennent partie d'une entité plus grande, comme des morceaux de puzzle se réunissant en un tout. Mais ce n'est que le début. Ces planétoïdes peuvent atteindre des vitesses considérables, s'écrasant les uns contre les autres et créant des explosions puissantes qui peuvent projeter des débris dans l'espace, créant de nouvelles orbites et des planètes potentielles. À chaque telle collision, la force de la gravitation ne fait qu'augmenter, augmentant les chances de formation de corps plus grands. Ce qui est fascinant, c'est que dans ce chaos, un ordre finit par s'établir. La gravitation joue son rôle, formant des protoplanètes qui deviendront un jour la base de systèmes entiers. À quel point c'est incroyable que dans cet espace vide, où règne le silence, une telle activité se déroule. Chaque collision peut mener à la création d'un nouveau monde qui, un jour, pourra accueillir la vie. Mais ce qui est encore plus intriguant, c'est de pouvoir imaginer ces géants de pierre commençant à se regrouper en quelque chose de plus grand, en ce qui deviendra un jour notre Terre. Des milliers de petits planétoïdes, semblables à des blocs de construction, ont commencé à se rassembler lentement, créant quelque chose de grandiose. Imaginez ces petits corps, dont les dimensions variaient de quelques mètres à des dizaines de kilomètres, se heurtant et s'attirant les uns les autres grâce à la gravité, créant un calme immuable dans le chaos de l'espace. Chaque collision, chaque interaction devenait un pas vers la formation d'un corps plus grand, qui deviendrait par la suite notre planète. Ces collisions n'étaient pas simplement fortuites. Elles se produisaient avec une telle force que des volumes colossaux de chaleur étaient libérés, fondant et transformant les matériaux dont étaient composés les planétoïdes. Savez-vous que ces processus ont conduit à l'accumulation de substances qui ont formé le noyau, la mantelle et la croûte de la future Terre? Progressivement, avec chaque nouvelle union, la taille de ce corps en formation augmentait et sa gravité devenait plus forte, attirant de plus en plus de matière de l'espace environnant. Imaginez, à un moment donné, lorsque la masse atteignait un point critique, des changements si puissants se produisaient que même les corps célestes voisins commençaient à les ressentir. C'était l'époque où un planétoïde pouvait en absorber un autre, et dans ce processus naissaient des étincelles de nouvelle vie. Ces processus duraient des millions d'années, créant une atmosphère d'inévitabilité,
comme si l'univers savait qu'un jour, ce corps deviendrait un foyer pour la vie. Et voici ce qui devient vraiment fou. À la suite de ces collisions, des océans se formaient à la surface, et en dessous, des minéraux et des gaz s'accumulaient, qui donneraient la vie par la suite. C'est incroyable, mais ces éléments, nés du chaos spatial, deviendraient la base de la biosphère. Et maintenant, imaginez que dans cette jeune planète, des conditions se formaient qui conduiraient à l'apparition des premiers organismes simples, et cela n'est que le début. Saviez-vous que lors de la formation de la Terre, des volumes énormes d'eau étaient libérés qui pouvaient remplir les océans et les mers? Deux corps planétaires, l'un d'eux ayant reçu le nom de Theia, se rapprochaient lentement dans les vastes étendues de l'espace. Imaginez-les se déplacer l'un vers l'autre comme deux danseurs incapables d'échapper à leur destin. Leurs orbites changeaient progressivement, et à un moment donné, les forces gravitationnelles commençaient à influencer leurs mouvements, les obligeant à accélérer. Theia, de la taille de Mars, avait suffisamment de masse pour provoquer de fortes marées sur la surface de la Terre, tandis que la Terre devenait de plus en plus chaude sous l'effet de la lumière solaire. Lorsque la distance entre eux se réduisit à quelques milliers de kilomètres, il devint évident que la collision était inévitable. Et lorsque la distance fut épuisée, un événement majestueux se produisit. Les deux géants se heurtèrent avec une force incroyable, capable de faire trembler les fondements même de l'univers. À cet instant, une énergie équivalente à celle d'un million de bombes atomiques fut libérée, et les roches en fusion projetées dans l'espace formèrent un nuage de matière fondue. Ce n'était pas une simple destruction. C'était un spectacle cosmique où les vagues de magma en fusion s'étendaient dans les vastes espaces, laissant derrière elles des traces lumineuses. De grands fragments du corps planétaire s'éloignaient dans toutes les directions, formant des anneaux autour du nouveau corps céleste. Dans ce chaos, de nouveaux composants se formaient, qui deviendront à l'avenir la base de la Lune. Chaque morceau éjecté faisait partie d'un processus grandiose de création. Ce n'était pas seulement la fin pour Theia, mais un nouveau départ pour la Terre, son satellite qui recelait des mystères et des énigmes. Ce moment de collision fut crucial dans la formation de notre planète, car c'est grâce à lui que l'atmosphère et les conditions de vie apparurent. Les merveilles de l'espace ne s'arrêtent pas là, car de ce chaos émergeront encore de nombreuses choses extraordinaires. Savez-vous que dans les premiers millions d'années suivant la collision, la température à la surface de la Terre atteignait 1000 degrés Celsius? Après une collision catastrophique avec une planète de la taille de Mars, un nuage de débris s'est formé dans l'espace, composé de fragments de la Terre et de l'objet qui l'a percuté. Ces débris ont commencé à tourner autour de la jeune Terre, créant un disque où se trouvait un grand nombre de particules. Imaginez des milliards de petits morceaux de pierre et de métal se déplaçant lentement les uns vers les autres dans le silence de l'espace, parmi les étoiles, comme des danseurs en apesanteur. Au début, ils étaient dispersés, mais progressivement, grâce à la gravité, ils ont commencé à s'attirer les uns les autres. Après quelques milliers d'années, ils ont commencé à se regrouper en masse plus grande, formant un protolune, prédécesseur de notre satellite. Ce processus, remarquablement lent, a duré des millions d'années, et à chaque seconde, de nouveaux débris étaient ajoutés, créant une impressionnante image de paix cosmique au milieu du chaos. Imaginez ces fragments de matière se rencontrant et glissant les uns sur les autres, formant des tourbillons de poussière et de gaz qui enveloppent le nouvel objet. Chaque nouvelle couche ajoutée à la précédente augmente la masse de la Lune, sa taille et sa densité. Ce processus ne concerne pas seulement de grands blocs, mais aussi les plus petites particules, qui, bien que négligeables individuellement, forment ensemble un corps céleste. À mesure que la Lune devient plus massive, la gravité commence à exercer une influence plus forte, attirant sur sa surface de nouveaux matériaux. Lorsque la formation de la Lune fut achevée, sa taille atteignit des dimensions impressionnantes. Elle devint d'environ 3400 km de diamètre. Ce processus fut non seulement majestueux, mais aussi extrêmement complexe. Les collisions sur sa surface laissaient des cratères que nous pouvons observer aujourd'hui. Ces cratères peuvent atteindre une profondeur de 30 km et un diamètre de 100 km. Au fil des millions d'années, la surface de la Lune a subi de nombreux changements, et ces traces d'histoire, laissées par les débris, racontent un passé tumultueux. Et savez-vous ce qui est le plus fascinant? En résultat de ce processus, la Lune est devenue beaucoup moins dense que la Terre, avec une densité d'environ 13 grammes par centimètre cube. Imaginez une planète entièrement fondue,
comme un immense sphéroïde de magma chauffé à des températures inimaginables. La surface brille d'une lumière vive orange-rouge, comme si des millions de volcans émettaient simultanément des flux de lave en fusion, recouvrant tout autour. Chaque mètre de cette surface est une vague de roches liquides qui se soulève et retombe, comme un océan. Mais au lieu de l'eau, il n'y a que du feu. Il n'existe pas de croûte solide, seulement un océan infini de magma en fusion qui s'étend jusqu'à l'horizon. Les cratères et les fissures qui se forment dans cet enfer expulsent des nuages de gaz toxiques qui se mélangent à la vapeur, créant une atmosphère pleine de dangers. Chaque inspiration dans un tel monde serait mortellement toxique, car l'air est composé de dioxyde de carbone et d'autres composés volatiles. Dans cet océan de feu fou, il n'y a rien de familier, ni montagne, ni rivière, ni mer. Tout ce que vous voyez est un paysage difficile à imaginer, où tous les éléments familiers à l'homme moderne sont absents. Vous ne reconnaîtriez pas cette terre, car elle était complètement différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Les températures atteignaient des milliers de degrés Celsius, et même l'idée de poser le pied sur cette surface serait de la démence. Et savez-vous ce qui est le plus choquant? Ce monde infernal, malgré sa hostilité, est devenu la base pour la formation ultérieure de la planète. Sur ce fond, se sont formés les premiers éléments qui, à l'avenir, deviendront la base de la vie que nous connaissons aujourd'hui. Chaque moment de ce paysage en transformation est un présage de ce qui viendra ensuite. Mais comment exactement cette évolution extraordinaire commencera-t-elle reste un mystère. Imaginez une surface planétaire où tout autour est une masse bouillonnante et lumineuse de roches fondues. Sur cet océan magmatique, des vagues de magma montent et descendent, comme les marées marines, mais sans jamais s'apaiser. Des tourbillons de roches en fusion tournoient, créant un spectacle comparable à un feu d'artifice, mais bien plus grandiose. Des éruptions de matière encore plus chaudes jaillissent des profondeurs de la planète, comme des volcans, projetant des nuages de jaune vif et de rouge profond qui brillent dans l'obscurité. Ces couleurs ne sont pas seulement un effet visuel. La température du magma oscillait entre 1000 et 2000 degrés Celsius, créant une lueur constante qui illuminait le ciel, lui donnant des teintes que nous ne pouvons même pas imaginer. Les flux de lave rampaient lentement, laissant derrière eux des fissures et des pointes acérées de la croûte solide qui se formait parfois à la surface. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dès que la surface commençait à refroidir, la magma continuait à se déplacer en dessous, créant des rivières souterraines de liquide en fusion qui tracèrent la route pour les futurs changements tectoniques. Ce n'était pas seulement un océan de magma, mais un véritable écosystème où chaque mouvement pouvait entraîner de nouvelles éruptions et la formation de nouvelles formes de relief. Sur cette surface, on pouvait voir des bulles magmatiques de la taille d'un ballon de football remonter à la surface et éclater, projetant des gouttes de roche en fusion qui s'éparpillaient sur des dizaines de mètres autour. Et savez-vous ce qui est le plus fou? En réalité, ces océans magmatiques ont formé la base des premiers continents, qui deviendront un jour le foyer de nombreux êtres vivants. Imaginez que la Terre est une immense sphère de métal en fusion, à l'intérieur de laquelle se déroule un mouvement continu et lent, mais inexorable, de la matière. Le processus de différenciation de la matière terrestre, qui a commencé lorsque la planète a commencé à se former, a été un véritable festin pour les éléments lourds. Le fer et le nickel, grâce à leur haute densité, se sont progressivement dirigés vers le centre, comme des pierres dans un torrent furieux, cherchant à atteindre les profondeurs les plus profondes. Ces éléments, étant plus lourds, ne pouvaient pas rester à la surface, et des millions d'années durant, ils se sont enfoncés, créant le noyau de la planète, qui est devenu chaud et dense. Mais que se passe-t-il avec les éléments plus légers, comme le silicium et l'oxygène? Ils remontaient à la surface, formant la mantille, comme des bulles d'air cherchant à s'échapper des profondeurs de l'océan. Cette enveloppe mantélique, composée de roches en fusion, a une épaisseur d'environ 2000 km et sert de tampon entre le noyau chaud et la croûte froide, qui deviendra finalement le foyer de tous les êtres vivants. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est que ce processus de différenciation n'a pas été instantané. Il a duré des millions d'années, parfois jusqu'à 100 millions d'années, pendant lesquelles la Terre s'est progressivement transformée d'une masse homogène en une structure complexe avec des couches bien définies. Chaque mouvement de matière à l'intérieur de cette planète en fusion se produisait dans des conditions de pression et de température colossales, atteignant 3000 degrés Celsius au centre. Pouvez-vous imaginer ces températures?
Elles sont telles que même les métaux les plus solides ne pourraient pas y survivre. Et lorsque le noyau s'est enfin formé, il est devenu non seulement le centre de gravité, mais aussi la source du champ magnétique qui protège la Terre des rayonnements cosmiques. Et savez-vous ce qui est le plus impressionnant? Le noyau est principalement composé de fer, et ses couches internes et externes ont des états différents. L'extérieur est liquide, tandis que l'intérieur est solide, comme un immense aimant qui soutient la vie à la surface. Ce complexe processus de différenciation a été la base de tout ce que nous voyons autour de nous, et il continue encore, bien que de manière plus subtile, dans les profondeurs de notre planète. Imaginez un instant, au cœur même de notre planète, un gigantesque sphéroïde de métal fondu se forme. La température atteint plus de 4000 degrés Celsius et la pression est des dizaines de millions de fois supérieure à celle de l'atmosphère. C'est à ce moment précis que les métaux lourds, principalement le fer et le nickel, commencent à se rassembler au centre de la Terre, formant un cœur métallique dense. Ces éléments, étant les plus résistants dans des conditions de pression et de température extrêmes, tendent à s'abaisser, créant un noyau qui, avec le temps, atteindra un diamètre d'environ 2400 km. Mais ce n'est pas tout. Le processus de formation du noyau est le résultat d'une complexe interaction entre les différentes couches de la Terre, où les éléments légers remontent vers le haut, tandis que les lourds descendent vers le bas, comme un immense jeu de cache-cache. De plus, l'état fondu de ces métaux crée des puissants courants de convection qui, à leur tour, contribueront à la formation du champ magnétique à l'avenir. Et ce n'est pas le plus choquant. Le noyau ne reste pas statique, il pulsa, comme un organisme vivant, réagissant au changement de son environnement. Savez-vous ce qui est encore plus fascinant? Autour de ce cœur métallique se forme une couche externe composée de fer liquide qui, en se déplaçant, crée un environnement dynamique favorisant la formation des champs magnétiques. Et maintenant, imaginez que tout cela se passe à une profondeur inaccessible à l'œil humain, et que nous ne comprenons toujours pas pleinement comment ces processus influencent notre vie à la surface. La profondeur et la taille du noyau sont telles que sa température dépasse celle de la surface du Soleil, plus de 6000 degrés Celsius. Et ce n'est que le début, car des recherches ultérieures pourraient révéler encore plus de mystères sur la formation de notre planète et sur son évolution continue dans ce complexe balai des métaux lourds. La surface de la Terre commençait à refroidir, comme une boisson chaude dans une tasse, perdant progressivement sa fureur et son agitation. D'abord, l'océan magmatique, bouillonnant à une température supérieure à 6000 degrés Celsius, se calmait, et sous sa couche, les premiers signes de solidité apparaissaient. Imaginez cette surface en ébullition se recouvrant d'une fine pellicule qui devint bientôt la première croûte terrestre, d'une épaisseur de seulement quelques kilomètres, mais d'une fragilité incroyable. Cette pellicule, comme une coquille de cristal, était constamment détruite et reconstruite, créant l'impression d'un équilibre précaire. Si vous aviez pu observer ce processus, vous auriez vu des fissures parcourir la surface, comme des éclairs, laissant des traces de destruction. Ces fissures étaient comblées par des roches fondues qui jaillissaient des entrailles de la Terre, pour former une nouvelle croûte, et ce cycle ne s'arrêtait jamais. Les anciens volcans, dont l'existence s'étendait sur des millions d'années, crachèrent des flux de lave qui se solidifiaient et devenaient partie du nouveau paysage, tandis que d'autres parties de la Terre étaient détruites par l'érosion due au vent et à l'eau. Chaque nouvelle couche, qui se superposait à la précédente, était comme une page d'un livre racontant une lutte infinie entre destruction et création. Mais ce qui est particulièrement fascinant, c'est que cette première croûte était si fine et vulnérable que sous elle, l'activité magmatique continuait à faire rage, prête à jaillir à tout moment à la surface. Ainsi, sous nos pieds, des processus se déroulaient constamment, dont nous n'avons même pas conscience. Les petits tremblements de terre, qui se produisent sur toute la planète, ne sont qu'un reflet de cette activité interne, nous rappelant que la Terre est vivante et pleine d'énergie. Et ce qui est encore plus choquant, ce processus continue encore aujourd'hui, et à tout moment, il pourrait entraîner de nouvelles catastrophes ou, au contraire, la création de nouveaux continents. Imaginez une surface planétaire où dominent des zones sombres, basaltiques, recouvertes d'une croûte dure, constamment déchirée par des éruptions, semblables à des éclats lumineux. Ces failles, comme des blessures sur la peau de la Terre, libèrent de la lave en fusion, qui, en montant à la surface, laisse des traces de lumière rouge vif.
Cette croûte primitive se formait dans des conditions où la planète était encore dans un état de chaos, avec des températures dépassant les 1000 degrés Celsius. Les flux sombres de basalte, se solidifiant en couches infinies de noir, créaient un contraste avec les cicatrices brûlantes où la lave cherchait à s'échapper, comme si la Terre elle-même essayait de respirer. Il est intéressant de noter que cette croûte était relativement mince, quelques kilomètres de profondeur seulement, et dessous, il y avait encore de la lave en fusion, constamment en mouvement, comme un fleuve bouillonnant, prête pour une nouvelle éruption. Ces processus se déroulaient dans des conditions où l'atmosphère était acide et riche en dioxyde de carbone, et les variations de température atteignaient des niveaux catastrophiques. Les explosions d'activité, similaires aux éruptions volcaniques actuelles à Hawaï, étaient fréquentes, mais à cette époque, elles se produisaient beaucoup plus souvent. Dans certains endroits, la croûte pouvait atteindre seulement 300 mètres d'épaisseur, tandis que dans d'autres, elle était beaucoup plus épaisse, créant des conditions idéales pour la formation de nouveaux reliefs, tels que des montagnes volcaniques s'élevant à plus de 1000 mètres. À mesure que la planète refroidissait, cette croûte primitive devenait de plus en plus stable, mais elle restait sujette à des changements constants. Ce processus dynamique de formation du paysage rappelle une lutte entre le froid et la chaleur, entre la rigidité et la fluidité. Savez-vous ce qui est encore plus fascinant? Ces formations basaltiques sont devenues la base des futurs continents, et elles contiennent des minéraux qui joueront un rôle crucial dans la formation de la vie sur la planète. Sur la surface d'une jeune planète, une véritable symphonie volcanique se déchaîne. Des milliers de volcans, tels des gardiens du Nouveau Monde, crachant des torrents de lave en fusion, des nuages de gaz toxiques et de cendres. Imaginez des rivières de magma enflammées d'un éclat orange vif, s'écoulant rapidement sur des paysages accidentés, transformant la Terre en une véritable rivière de lave où la température atteint 1000 degrés Celsius. Ces rivières ne se contentent pas de couler. Elles ondulent, formant des figures capricieuses et des îlots qui changent constamment sous l'influence de l'activité volcanique. À chaque éruption, des fontaines de magma jaillissent jusqu'à 100 mètres de haut, créant un spectacle inoubliable. L'horizon scintille en permanence, illuminé par des langues de feu qui jaillissent des cratères, comme si la planète elle-même respirait le feu et était prête à exploser à tout moment. Cette éruption ininterrompue façonnait l'apparence de la jeune planète, chaque nouvelle vague d'éruption créant de nouveaux strates de croûte, les recouvrant d'une épaisse couche de dépôts volcaniques. L'activité volcanique ne se limitait pas aux éruptions, mais était également une source de nouveaux minéraux et éléments qui deviendront la base de la vie future. Ces flux de lave, en refroidissant, formaient des formations rocheuses qui deviendront un jour le refuge des premiers organismes. En même temps, le paysage changeait rapidement, accompagné d'un grondement constant qui, de loin, rappelait le rugissement de centaines d'orages. Les gaz volcaniques montant dans l'atmosphère formaient des nuages qui occultèrent le soleil, créant ainsi des conditions où la planète était plongée dans une semi-obscurité éternelle, seulement interrompue par les éclats d'éruption. À ces moments-là, la Terre semblait être un être vivant, cherchant à se libérer de ses chaînes à chaque secousse et éruption. Sur ce fond, non seulement des volcans, mais aussi des chaînes de montagnes se formaient, semblables à des vertèbres géantes traversant le ciel. De grandes hauteurs et de profondes dépressions créaient un contraste qui fascinait l'imagination. Imaginez que certaines hauteurs atteignaient 2000 mètres et que leurs cratères avaient un diamètre de 10 kilomètres. C'était une époque où la nature déployait sa puissance, créant un monde qui venait tout juste de commencer à être exploré. Et savez-vous ce qui est le plus choquant? Ces éruptions volcaniques n'étaient pas de simples événements aléatoires, mais faisaient partie d'un processus grandiose qui se poursuivait pendant des millions d'années, façonnant non seulement la surface de la planète, mais aussi son contenu intérieur. L'atmosphère complexe et pesante entourant la Terre n'était pas simplement un nuage de gaz, mais un véritable bouclier dans lequel régnait un environnement complètement différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Imaginez une épaisse et opaque couche de brume à travers laquelle il était impossible de voir la lumière ou le ciel. Ce noir était le résultat d'une activité volcanique constante, lorsque les gaz émanant des profondeurs de la planète remplissaient l'air de substances toxiques. Ces gaz, comme des nuages pestilentiels, formaient une couche dense qui retenait la chaleur, créant des conditions infernales à la surface. La vie telle que nous la connaissons aurait été impossible dans ce monde répugnant où chaque inspiration aurait pu être la dernière. Mais ce qui est vraiment choquant,
c'est que cette atmosphère hostile a permis à la Terre de prendre son premier souffle. Les volcans, en crachant de la lave et des gaz, créaient une atmosphère primitive qu'on pourrait comparer à un cocktail toxique capable d'enflammer des réactions chimiques menant à l'apparition de la vie. C'était une époque où les molécules, qui nous semblent aujourd'hui familières, interagissaient dans un contexte tout à fait différent. Comment le faisaient-elles? Les gaz se mélangeaient pour former des composés complexes qui pourraient devenir la base de la vie organique. Les conditions effrayantes ne découragèrent pas, mais au contraire, devenaient un catalyseur pour des processus complexes qui pouvaient conduire à l'évolution. Mais ce n'est pas tout. Cette atmosphère ne servait pas seulement de fond pour les premiers organismes, mais influait également sur la formation du relief de la planète. De puissants courants d'air, saturés de substances chimiques, érodèrent les roches, créant de nouveaux paysages qui deviendraient, par la suite, le foyer de nombreux êtres vivants. Tandis que nous respirons aujourd'hui un air pur, imaginez ce que cela devait être de se trouver dans ce nuage toxique où chaque molécule pouvait être mortelle. Et savez-vous ce qui est encore plus paradoxal? Ces mêmes conditions, qui semblaient si hostiles, sont devenues la base de processus biochimiques extrêmement complexes qui, en fin de compte, ont conduit à l'apparition des premiers êtres vivants sur la planète. Le ciel au-dessus de la Terre primitive était un véritable théâtre de la tragédie cosmique, où les météorites et les astéroïdes de différentes tailles laissaient leurs empreintes, comme des flèches enflammées transperçant l'atmosphère. Imaginez, chaque seconde, des dizaines de petits météorites tombaient à la surface de la planète, tandis que des astéroïdes puissants, de la taille d'une montagne, détruisaient tout sur leur passage. Cet bombardement était en réalité 10 fois plus intense que ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui. Par exemple, en une seule journée, jusqu'à 30 000 météorites tombaient sur la Terre, et la plupart d'entre eux atteignaient la surface, créant des cratères qui auraient été plusieurs fois plus grands que les villes modernes. Chaque nouvel impact créait de nouveaux paysages, modifiant l'apparence de la planète, comme un artiste qui redessine chaque minute. Les cratères pouvaient atteindre une profondeur de 1000 mètres et un diamètre de plus de 100 kilomètres. Et cela n'était qu'un exemple parmi tant d'autres de la manière dont la Terre était constamment attaquée par des objets cosmiques. Mais ce chaos ne s'arrêtait pas là. De grands astéroïdes, de la taille du Texas, heurtèrent la planète, provoquant des changements catastrophiques dans le climat et les écosystèmes. On peut imaginer le ciel parsemé de brillantes explosions, la Terre tremblant sous l'impact de puissants coups, créant des nuages de poussière et de débris qui pouvaient obscurcir le Soleil pendant des semaines. Il existe même des théories selon lesquelles de tels impacts pourraient avoir conduit à la formation des océans, lorsque la magma en fusion refroidissait et se transformait en eau. Cette époque était un véritable enfer, où chaque nouveau lever de soleil accueillait la planète avec de nouveaux cratères et modifications du relief. Et savez-vous ce qui est encore plus choquant? Certains de ces cratères sont encore visibles à la surface de la Lune, et d'autres planètes, rappelant ces temps lointains où la Terre était silencieuse mais constamment menacée par des attaques cosmiques. Chaque cratère est une fenêtre sur le passé, racontant la grandeur et l'horreur de la Terre primitive. Imaginez une jeune Terre souffrant sous les coups des géants cosmiques. Il y a environ 4 milliards d'années, un flux ininterrompu d'astéroïdes s'abattait sur la planète, marquant une véritable ère de bombardement intense. Chaque jour, des colonnes de pierre s'engouffraient dans l'atmosphère, certaines atteignant la taille de pays modernes. Un astéroïde long de 300 km pouvait créer un cratère dont le diamètre dépassait les 100 km, et l'énergie libérée lors de l'impact était telle qu'elle fondait la croûte déjà solidifiée de la planète. Savez-vous ce qui se passe lorsque de tels objets massifs percutent la surface? Les chocs provoquaient d'énormes explosions, soulevant dans l'atmosphère des nuages de matière fondue et de débris, qui retombaient ensuite sur Terre comme une pluie de métal en fusion. Imaginez maintenant, un essaim de 6 astéroïdes apparaît à l'horizon, tous fonçant vers vous, laissant derrière eux des traînées de feu. À ce moment-là, la Terre n'est plus seulement une cible, mais un véritable champ de bataille. Mais ce n'est pas le plus étrange. Les scientifiques pensent qu'à cette époque, de nombreux impacts ont influencé la formation de la Lune. Lorsque l'un des plus grands astéroïdes, de la taille de Mars, percuta la Terre, ces débris formèrent la base du satellite de la planète. Imaginez maintenant à quoi ressemblait la Terre à ce moment. Des océans de lave en fusion, une atmosphère remplie de gaz toxiques. Et cela dura des millions d'années. En conséquence de ces événements catastrophiques, des cratères géants se formèrent sur Terre, certains d'entre eux étant encore visibles sur la Lune. C'était une époque où la vie
telle que nous la connaissons, n'était qu'un rêve, et la planète subissait des contraintes inimaginables. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? Des recherches scientifiques montrent que c'est à cette période que pourraient avoir émergé des conditions nécessaires à l'apparition des premières molécules organiques, qui devinrent la base de la vie. Le bombardement de météorites a joué un rôle crucial dans la formation des réserves d'eau de la Terre. Et ce n'est pas seulement une hypothèse, mais le résultat de nombreuses recherches prouvant que ce sont précisément les comètes glacées et les astéroïdes riches en eau qui ont été les messagers cosmiques apportant cette précieuse liquide sur notre jeune planète. Imaginez, des comètes composées à 80% de glace traversent l'espace comme des bombes de glace géantes, et lorsqu'elles entrent en collision avec la Terre, elles libèrent des tonnes d'eau gelée en cristaux. Ces corps glacés, en tombant sur la surface de la planète, ne laissaient pas seulement des traces, mais contribuaient également à la formation des océans, des rivières et des lacs que nous connaissons aujourd'hui. Les recherches montrent que les astéroïdes riches en minéraux, tels que l'olivine, apportaient également de l'eau liée à leur structure, et ces minéraux devenaient une source supplémentaire d'hydratation pour la Terre. Le processus n'était pas instantané. Des millions d'années, goutte à goutte, météorite après météorite, l'eau s'accumulait lentement, formant des bassins primitifs. N'oubliez pas que chaque jour, jusqu'à 100 tonnes de matière météorique pouvaient tomber sur la Terre. Et cela n'était qu'une petite partie du processus global. Si ce n'était pas ces livraisons cosmiques, la vie sur Terre pourrait ne jamais avoir vu le jour. Mais ce qui est fascinant, c'est que, selon les estimations des astronomes, jusqu'à 30% de toute l'eau sur Terre pourrait avoir été apportée par des comètes, ce qui en fait de véritables héros dans l'histoire de notre planète. Et savez-vous ce qui est encore plus incroyable? Certaines de ces comètes, peut-être, étaient en route vers la Terre il y a des milliards d'années, et leurs réserves de glace pourraient encore contenir des secrets sur la manière dont la vie a commencé sur notre planète. Tandis que la planète se refroidissait progressivement, son atmosphère se remplissait de vapeur d'eau, créant un spectacle extraordinaire qu'on pourrait appeler océan de nuages. Cette vapeur, comme un voile épais, enveloppait la surface chaude, et lorsque la température commençait à baisser, elle se condensait. Imaginez des pluies torrentielles qui ne s'arrêtent pas après quelques jours, mais qui continuent pendant des milliers d'années. Ce n'étaient pas seulement des gouttes d'eau, mais des véritables torrents qui dévalaient du ciel, transformant le paysage en une véritable symphonie aquatique. L'eau, coulant des montagnes et des vallées, remplissait les dépressions du relief, formant progressivement les premiers mers et océans. À chaque nouveau déluge, les pluies remplissaient de plus en plus d'espace, érodant les roches et façonnant de nouveaux paysages. À ce moment-là, sur la surface encore chaude de la planète, apparaissaient les premiers plans d'eau où l'eau se mélangeait avec les minéraux, créant des conditions propices à la vie future. Des milliers d'années s'écoulèrent sous le bruit des pluies torrentielles, et à chaque nouveau déluge, le niveau de l'eau montait, engloutissant de nouveaux morceaux de terre. Mais ce n'est pas tout. L'eau, s'accumulant dans les océans, interagissait avec l'atmosphère, modifiant sa composition, ce qui influait sur le climat et les conditions de vie. Ces immenses masses d'eau, refroidies avec le temps, devinrent le foyer des premiers organismes simples. Et savez-vous ce qui est le plus fascinant? Ces premiers océans peuvent contenir des indices sur l'origine de la vie sur Terre et les mystères qu'ils pourraient encore révéler. Imaginez des nuages primitifs, entièrement composés de vapeur chimique, commençant à se condenser au-dessus de la surface chauffée de la Terre. Ces pluies n'étaient pas ordinaires. Il s'agissait de précipitations acides, saturées d'acide sulfurique et d'acide carbonique qui s'abattaient sur la planète avec une force capable de dissoudre les pierres. Le bruit de la pluie était assourdissant. Les gouttes tombaient comme des pierres lourdes, provoquant des sifflements, et avec chaque goutte, des nuages de vapeur s'élevaient, remplissant l'air d'une odeur âcre de soufre. Imaginez une surface chauffée, dont la température dépassait 1000 degrés Celsius, rencontrant cette eau chimique, créant une confrontation dramatique des éléments. Chaque goutte, en tombant sur le sol, se transformait en un petit volcan, projetant des éclats de roches fondues et formant des cratères qui se remplissaient ensuite de nouvelles liquides. Et vous ne le croirez pas, mais ces pluies pouvaient durer sans interruption, formant de gigantesques flaques d'eau acide qui remplissaient progressivement les cratères et les dépressions. Ces précipitations primitives n'ont pas seulement modifié le paysage, mais ont également créé des conditions favorables à la formation des premiers organismes simples. De manière surprenante, c'est dans ces conditions extrêmes,
où la vie semblait impossible que sont apparues les premières formes de vie capables de survivre dans un environnement agressif. Et maintenant, le plus intrigant, ces pluies ont été à l'origine de la formation des océans, qui à leur tour ont conduit à l'émergence de toute la biosphère. Les pluies acides qui s'abattaient sur la planète pouvaient contenir jusqu'à 50% d'acide sulfurique, rendant l'eau extrêmement agressive. Les premiers bassins d'eau de la Terre primitive étaient de véritables chaudières chimiques où se déroulaient des réactions créant les premières conditions pour la vie. Ces mers étaient chaudes avec des températures atteignant 150 degrés Celsius et riches en minéraux tels que le fer, le magnésium et le soufre. Imaginez des eaux troubles teintées de nuances vertes et oranges, comme une palette de peintre où se mélangent des couleurs inimaginables. Leur surface s'évaporait activement, formant des nuages de vapeur qui montaient dans l'atmosphère, la saturant de vapeur d'eau. Mais ce n'étaient pas des mers paisibles. Leurs limites changeaient constamment sous l'influence de l'activité volcanique, qui expulsait la lave et formait de nouvelles terres. Ces bassins primitifs pouvaient être si acides qu'ils n'auraient pas pu abriter même les organismes les plus résistants, et leur composition propre changeait à chaque nouveau volcanisme. En raison de ces changements, le niveau d'eau pouvait fluctuer de dizaines de mètres en peu de temps. Et c'est dans ces eaux tumultueuses, où ne vivaient que les formes de vie les plus simples, que se déroulaient des processus qui devinrent plus tard la base des écosystèmes plus complexes. Comment est-il possible que la vie ait pu naître dans de telles conditions? Les profondeurs de ces premiers mers cachèrent des mystères qui restent encore une énigme pour les scientifiques. Par exemple, ces eaux pouvaient abriter des molécules organiques qui devinrent par la suite les blocs de construction des organismes vivants. Il existe une hypothèse selon laquelle c'est dans de telles conditions que les premiers acides aminés, nécessaires à la formation des protéines, se sont formés. Ces mers, pleines d'énergie et de réactions chimiques, étaient véritablement le berceau de la vie. Les eaux sombres, avec leur flore et leur faune étranges, attirent par leur origine mystérieuse. Et les scientifiques continuent d'étudier comment ce cocktail chimique unique est devenu la base de tout ce que nous savons sur la vie sur la planète. Savez-vous que dans ces premiers bassins d'eau, il pouvait également y avoir des micro-organismes hypothétiques qui utilisaient le soufre pour obtenir de l'énergie? Imaginez des océans qui ne couvrent pas seulement la surface de la Terre, mais qui représentent de vastes laboratoires naturels remplis de réactions chimiques se déroulant dans leur profondeur. Ces eaux primitives interagissaient avec les minéraux de la croûte et les gaz de l'atmosphère, créant un mélange complexe qui devint la base de la vie future. Savez-vous que chaque gorgée de cette eau pouvait contenir des milliards de molécules participant à un nombre infini de réactions? Chaque fois que l'eau touchait les minéraux, elle déclenchait des processus qui auraient pu transformer tout l'écosystème. Ces réactions n'étaient pas simplement aléatoires, elles se produisaient sous la pression constante, la température et la composition, formant des conditions uniques qui pouvaient soutenir la vie. Dans cet environnement, des processus se déroulaient qui semblent aujourd'hui impossibles, mais qui étaient alors la norme. Des bulles de gaz montant à la surface pouvaient contenir des éléments utilisés aujourd'hui dans les technologies les plus modernes. Imaginez maintenant que dans ces conditions, des molécules complexes pouvaient se former, devenant les précurseurs des premiers organismes vivants. Si vous pouviez observer cet océan depuis l'espace, vous verriez non pas simplement la couleur bleue de l'eau, mais une symphonie de réactions chimiques. Chaque goutte, chaque couche d'eau créait des conditions pour une nouvelle forme de vie. Comment ces processus ont-ils pu devenir la base de l'apparition de toute vie? Nous n'avons pas encore révélé tous les secrets, mais chaque réaction se déroulant dans ces eaux était une clé pour résoudre ce mystère. Que pensez-vous qu'il se serait passé si l'une de ces réactions avait pris un autre chemin? Les sources hydrothermales au fond des océans primaires étaient de véritables oasis de chaleur et d'activité chimique, où l'eau chaude, riche en minéraux, jaillissait des fissures du fond océanique. Imaginez des cheminées sous-marines expulsant des jets d'eau sombres et minéralisés dans l'océan environnant. La température de l'eau sortant de ces sources pouvait atteindre 300 degrés Celsius, tandis que la pression à ces profondeurs dépassait plusieurs fois celle de la surface, créant des conditions uniques pour la vie. L'eau s'écoulant des fissures n'était pas seulement chaude. Elle contenait du sulfure d'hydrogène, du méthane et d'autres composés chimiques qui servaient de source d'énergie pour les organismes vivants dans cet environnement extrême. Ces organismes, tels que les bactéries et les archées thermophiles, prospéraient en utilisant la chimiosynthèse pour produire de l'énergie, ce qui contrastait vivement avec ceux qui vivaient dans des parties plus habituelles,
lumineuse et oxygénée de l'océan. Imaginez maintenant l'autre extrémité. L'eau dans les eaux voisines pouvait être glaciale, autour d'1 degré Celsius, et ressembler à un désert stérile, tandis qu'à proximité de ces sources hydrothermales régnait la vie. Les recherches montrent que ces lieux sont des centres de biodiversité. À une profondeur supérieure à 2,5 km, vivent des vers géants de la taille d'une main humaine, ainsi que des mollusques et des crustacés uniques qui ne se trouvent nulle part ailleurs. Ces organismes se sont adaptés à des conditions où la lumière solaire ne pénètre pas. Et pour eux, la chaleur et les substances chimiques provenant des sources sont devenues leur unique source de vie. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? Des écosystèmes similaires, situés à la limite de deux mondes, pourraient exister sur d'autres planètes et lunes, comme Europe ou Encelade, où des océans similaires sont cachés sous une croûte de glace. Les recherches montrent que sur Terre, les sources hydrothermales ne sont peut-être que la pointe de l'iceberg, et que dans d'autres coins de l'univers, des cheminées sous-marines pourraient se cacher, prêtes à révéler leur mystère. Imaginez un monde où la Terre commence à émerger de l'abîme océanique. Les premiers continents, semblables à des mosaïques maladroites, se forment peu à peu en un tout. Ces fragments de croûte, légers comme des plumes, flottent à la surface de la mantille en fusion, changeant leur contour sous l'effet de puissants processus géologiques. Contrairement aux continents modernes, ces petits morceaux de terre ne dépassent pas quelques centaines de kilomètres de long, et leurs dimensions oscillent constamment, comme s'ils étaient dans un état de jeunesse éternelle. L'activité volcanique déchire la surface, expulsant dans l'atmosphère des nuages de cendres et de gaz, créant des paysages qui ne restent jamais stables. Savez-vous ce qui est le plus impressionnant? Ces continents primitifs n'avaient pas de végétation. Leur surface était nue, parsemée de coulées de lave solidifiées et de fragments de minéraux. Imaginez le soleil brillamment éclairant ces jeunes archipels où s'élèvent des colonnes de fumée, et les eaux environnantes sont pleines de vie, mais la Terre reste sans vie. Progressivement, sous l'influence des forces tectoniques, ces îles commencent à se rapprocher, formant de nouvelles formes de relief, montagnes, plaines et volcans. Chaque de ces îlots, comme une pièce d'un puzzle, trouve progressivement sa place, et ensemble, ils commencent à former des structures plus grandes. Mais voici un fait intéressant. Certaines de ces connexions se produisent si rapidement qu'elles créent des tsunamis qui apportent la destruction dans l'environnement environnant. Comment cette transformation a-t-elle pu se produire? Toute la raison réside dans le mouvement des plaques tectoniques qui, comme de grands navires, se heurtent et se séparent, créant de nouveaux continents. Par exemple, lorsque la plaque sur laquelle se trouvait l'un de ces archipels a heurté une autre plaque plus massive, cela a conduit à la formation de systèmes montagneux similaires aux Alpes actuelles. Ainsi, ces terres primitives évoluent progressivement, mais ne parviennent pas à se stabiliser dans un état unique. Elles changent constamment, réagissant à la puissance de la Terre. Si vous pensiez que la formation des continents était un processus simple, attendez d'entendre comment, à la suite de ces collisions, se formaient des supercontinents comme Pangée. Chaque étape laisse des traces visibles même des millions d'années plus tard. Et lorsque nous explorons la croûte terrestre, nous trouvons des preuves de ces changements majestueux. La croûte terrestre, au moment de la formation de la planète, avait l'apparence d'une immense mosaïque composée de fragments en mouvement constant, modifiant sans cesse leurs motifs. Ces morceaux de croûte ne flottaient pas simplement, mais se déplaçaient activement, se heurtaient et se repoussaient sous l'influence d'une chaleur interne puissante. Imaginez, la température dans les profondeurs de la Terre atteignait d'environ 1000 degrés Celsius, créant une pression incroyable et permettant à la magma de monter à la surface, formant de nouveaux territoires émergés. Ce processus se déroulait avec une telle intensité que les océans étaient en perpétuel mouvement, et les continents changèrent de position à une vitesse pouvant atteindre plusieurs dizaines de centimètres par an. Comparez cela avec les processus actuels, où l'activité tectonique a considérablement diminué et où les plaques se déplacent beaucoup plus lentement. Mais à l'époque où la température était à son apogée, l'énergie suffisait pour soulever des chaînes de montagnes et déchirer la croûte en morceaux. Dans certains endroits, des éruptions si puissantes se produisaient que des cratères géants se formaient, qui se remplissaient ensuite d'eau et devenaient des océans. Savez-vous ce qui est le plus incroyable? Ces océans pouvaient se former en quelques millions d'années et leur profondeur atteignait plusieurs kilomètres. Chaque fois qu'un nouveau territoire émergé se formait, un ancien disparaissait sous l'eau, créant des écosystèmes extraordinaires et des conditions propices à l'apparition de la vie.
Au fil du temps, lorsque la température a commencé à diminuer progressivement, la mosaïque terrestre a commencé à se calmer, mais elle conservait encore sa dynamique. Réfléchissez à combien de fois la Terre a changé d'aspect au cours de milliards d'années, d'un désert en ébullition à des forêts vertes et des plaines fleurissantes. Et voici un autre fait stupéfiant. À une profondeur d'environ 8 km dans le manteau, les températures peuvent atteindre 2000 degrés Celsius. Cela signifie qu'il y a encore beaucoup de mystères sous nos pieds, attendant d'être découverts. Chaque année sur Terre, plus de 100 millions de tonnes de matière se déplacent lentement vers la mantelle par le processus de subduction. Imaginez une plaque tectonique, comme un immense convoyeur, rampant sous une autre, détruisant et recyclant tout sur son passage. Ce processus est si lent qu'il semble presque imperceptible pour un observateur. Seulement quelques centimètres par an. Mais sous la surface se cache une puissance colossale. En résultat de ce mouvement lent mais inexorable, les bords acérés d'une plaque, par exemple, la plaque de Nazca, pénètrent sous une plaque plus légère, comme celle de l'Amérique du Sud, créant des structures géologiques puissantes et provoquant des tremblements de terre de magnitude supérieure à 7. Et ne croyez pas que ce soit seulement un jeu de la nature. Ces collisions engendrent des volcans, comme le volcan Laima au Chili, qui est apparu précisément grâce à ce processus. La subduction n'est pas seulement un retour de matière aux profondeurs de la planète, c'est une véritable symphonie de destruction et de reconstruction, où chaque note est le mouvement d'une plaque et chaque pause l'attente du prochain cataclysme. C'est comme si la Terre elle-même respirait, absorbant lentement une partie de sa couverture pour la ramener dans ses profondeurs afin de renouveler ses réserves d'énergie. Et savez-vous ce qui est encore plus choquant? De tels processus se produisent non seulement sur Terre, mais aussi au fond des océans, où les plaques s'enfoncent sous d'autres, créant des profondes failles tectoniques, comme la fosse des Mariannes, atteignant une profondeur d'environ 10 km. Ces endroits sont de véritables laboratoires où les scientifiques étudient comment la vie s'adapte à des conditions extrêmes. Et chaque fois qu'une plaque s'enfonce sous une autre, elle apporte non seulement des minéraux, mais aussi des mystères qui attendent d'être découverts. Lors de la collision de portions de la croûte terrestre, des processus incroyables se produisaient, menant à la formation des premières chaînes de montagnes. Imaginez deux grands blocs de croûte, semblables à de gigantesques plaques de pierre, se heurter et commencer à se comprimer. Ce mouvement entraînait le déplacement de la surface et son soulèvement, formant des crêtes acérées de roches volcaniques sombres qui grandissaient lentement au fil des millions d'années. Ces premières montagnes n'étaient pas les majestueux sommets que nous voyons aujourd'hui, mais plutôt des formations basses mais abruptes, dont la hauteur n'excédait pas quelques centaines de mètres, les rendant moins impressionnantes, mais non moins fascinantes. Dans ce processus, il n'y avait pas d'érosion typique des montagnes modernes. Ni rivières ni glaciers n'existaient pour arrondir leurs contours acérés. Au lieu de cela, le vent et la pluie agissaient lentement, détruisant progressivement la surface, mais pas comme aujourd'hui. Chaque pluie emportait de petites particules et le vent les soufflait, créant une fine couche sur les crêtes, sans altérer leur structure. Ces crêtes étaient recouvertes d'une texture rugueuse et sombre, contrastant avec le ciel éclatant. Autour de ces premières montagnes, il n'y avait aucune forme de vie, seulement des espaces désertiques qui, avec le temps, se remplissaient des premières formes de vie. Peut-être que c'est dans ces conditions rudes que les premiers habitants de la Terre ont émergé, s'adaptant à un paysage en constante évolution. De telles chaînes de montagnes se formaient à la suite de complexes processus géologiques qui se poursuivaient pendant des millions d'années, formant des systèmes comme les Appalaches qui s'étendent aujourd'hui sur plus de 2000 km. Il est intéressant de noter que ces montagnes ont été témoins de nombreux changements climatiques et environnementaux, influençant ainsi l'évolution de la vie. Chaque nouvelle couche de roches formée par ces collisions conservait l'histoire des changements de la Terre, de sa croissance et de l'adaptation des organismes vivants. Tandis que nous pouvons voir ces montagnes telles qu'elles sont aujourd'hui, au début de leur existence, elles étaient de petites formes, mais d'une importance capitale, qui commençait à déterminer le visage de notre planète. Parmi ces formes sauvages de paysages, la vie émergeait, prête à occuper sa place dans ce monde complexe et en constante évolution. Mais que se passait-il ensuite avec ces premières montagnes lorsqu'elles étaient confrontées aux forces de la nature? À peine les océans ont-ils commencé à se former sur la planète que l'atmosphère entourant la Terre a commencé à changer progressivement, comme une entité vivante. Initialement, elle était épaisse et toxique,
Mais au fil du temps, sous l'influence des processus géologiques, elle a commencé à perdre sa densité. Imaginez un ciel qui devenait de plus en plus clair, comme s'il était nettoyé de la poussière et de la saleté. En parallèle, les océans interagissaient activement avec l'atmosphère, absorbant le dioxyde de carbone et d'autres éléments, tandis que les vagues, comme des mains attentionnées, emportaient les substances toxiques, rendant l'air plus respirable. Ces changements ne se sont pas produits en un jour. Le processus a duré des centaines de millions d'années, créant l'impression d'une respiration lente mais régulière de la planète. Progressivement, l'enveloppe céleste perdait son obscurité, laissant place à des couches plus légères et transparentes, permettant au Soleil de percer à travers les nuages. Mais ce n'était que le début, car des métamorphoses extraordinaires se produisaient dans l'atmosphère. Grâce à des activités géologiques telles que les éruptions volcaniques, de nouveaux éléments étaient libérés dans l'air, qui, en interagissant avec l'eau, formaient divers acides. Ces acides, en retournant dans les océans, modifiaient la composition chimique des eaux, influençant ainsi les processus atmosphériques. L'eau, en tant que principal allié, ne se contentait pas de nettoyer, mais enrichissait également l'atmosphère, créant des conditions propices à l'apparition des premières formes de vie. C'était une étape où la Terre semblait se préparer à son grand spectacle, où chaque élément, chaque molécule jouait un rôle crucial. À chaque nouveau cycle de changement, l'atmosphère devenait moins agressive et sa composition se rapprochait de celle que nous observons aujourd'hui, comme si la planète apprenait à respirer, en absorbant l'oxygène qui deviendrait la base de la vie. Et c'est dans ce processus, lorsque le ciel clair et les océans purs se rencontraient, qu'il se produisait quelque chose d'extraordinaire. La vie émergeait, destinée à transformer à jamais le visage de la Terre. Savez-vous ce qui est encore plus stupéfiant ? Ce souffle planétaire continue d'influencer notre monde aujourd'hui, façonnant le climat et les écosystèmes que nous connaissons. Imaginez comment les pluies, tombant sur les roches, commencent un doux mais puissant balai. Ce ne sont pas seulement des gouttes d'eau, mais de véritables alchimistes qui modifient la composition de l'atmosphère. Lorsque la pluie ruisselle sur les pierres, elle entre en réaction chimique, extrayant du calcium, du magnésium et du potassium, qui se dissolvent ensuite et deviennent partie de la Terre et donc de la vie. On sait que ces éléments jouent un rôle crucial dans la formation de la végétation, qui, à son tour, influence le niveau de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Savez-vous ce qui se passe alors ? Le niveau de dioxyde de carbone peut diminuer de 30% grâce à cette interaction. Mais attendez, ce n'est pas tout. L'eau, en pénétrant dans les fissures et les pores, finit par détruire les roches. Et les produits de l'érosion, comme l'aluminosilicate et le dioxyde de silicium, sont transportés vers les rivières et les océans, formant des couches sédimentaires. Ce processus ne change pas seulement le paysage. Il forme un cycle géochimique global qui, selon certaines données, dure des millions d'années. Et c'est là que commence le véritable délire. Lorsque l'érosion se produit à la surface, elle se déroule également en profondeur. Les roches sont soumises à une métamorphose, et les gaz émis, comme le méthane, remontent dans l'atmosphère, créant une image encore plus complexe. En conséquence, il y a un échange constant entre l'atmosphère, l'eau et la Terre, qui influence les conditions climatiques et les écosystèmes. C'est comme un immense mécanisme où chaque élément joue son rôle dans un cycle infini de transformation. Et savez-vous ce qui est le plus choquant ? Dans certains endroits, comme les forêts tropicales, la vitesse d'érosion peut atteindre jusqu'à 15 mm par an, ce qui est beaucoup plus rapide que dans les déserts, où ce processus se ralentit à 1 mm. Tout cela montre que même les plus petites gouttes de pluie ont une importance colossale pour la formation de la planète et de son atmosphère. Le rayonnement solaire, pénétrant dans les couches supérieures de l'atmosphère, a déclenché un processus extraordinaire de formation de la première couche d'ozone. Les molécules d'oxygène présentes dans l'air ont commencé à se décomposer en atomes sous l'effet des rayons ultraviolets. Imaginez cela à une hauteur d'environ 100 km au-dessus de la Terre, là où l'atmosphère est rare. Un changement incroyable se produit. 2 atomes d'oxygène, se rencontrant dans ce vide élevé, se combinent pour former des molécules d'ozone, qui s'associent ensuite rapidement en chaîne, créant un bouclier invisible autour de la planète. Ce processus n'a pas été instantané. Il a pris des millions d'années pour former une couche stable qui est devenue un écran protecteur contre les effets destructeurs du rayonnement solaire. Chaque jour, des milliards de molécules de ce nouveau gaz remplissèrent l'atmosphère,
créant quelque chose qui allait profondément transformer l'avenir de la Terre. Il a été calculé que lorsque l'ozone a atteint sa concentration critique, le niveau de rayonnement ultraviolet à la surface de la planète a diminué de 35%, ouvrant la voie à l'apparition de formes de vie complexes. Visualisez ce bouclier invisible qui se formait progressivement couche par couche à haute altitude comme une aura protectrice, permettant à la planète de respirer et d'évoluer. Ce n'est pas seulement un processus chimique, c'est une véritable révolution qui a créé les conditions de vie telles que nous les connaissons. Mais ce qui est le plus fascinant, c'est que cet ozone, que nous considérons aujourd'hui comme une évidence, continue de nous protéger. Mais sa formation n'a été que le début d'un long chemin semé d'inattendus et de découvertes. Dans les océans primitifs, quelque chose d'extraordinaire se produisait. Des molécules simples, semblables à de minuscules danseurs, s'assemblaient en chaînes plus complexes. Imaginez cette scène. Des molécules, comme de petits architectes, commençaient à interagir, formant des structures qui devenaient progressivement plus complexes, comme si elles construisaient des châteaux de sable magnifiques sur la plage. Cette danse chimique n'était pas fortuite. Elle était catalysée par des sources d'énergie puissantes qui traversaient le monde de la planète primitive. Les éclairs scintillant dans le ciel créaient des chocs qui brisaient les molécules en morceaux, puis les réunissaient en nouvelles combinaisons. Ce étaient de véritables spectacles de la nature, où chaque coup de foudre pouvait marquer le début de quelque chose de nouveau. Le rayonnement ultraviolet pénétrant dans les profondeurs de l'océan ajoutait une autre note à cette symphonie, fournissant une énergie supplémentaire pour les réactions qui se produisaient au niveau moléculaire. Imaginez des millions d'années d'interaction continue, où chaque nouvelle combinaison pouvait représenter une étape importante vers des formes de vie plus complexes. Dans ce bouillon d'énergie et de chaos, naissaient les premiers prototypes de vie. Il est incroyable que, dans cette mer de molécules où régnait le désordre, un ordre émergeait progressivement, devenant la base de toute la vie sur Terre. Et ainsi, dans cette danse tumultueuse, les molécules cherchaient l'harmonie, créant les premières chaînes qui permettraient plus tard le développement d'organismes plus complexes. Saviez-vous que ces molécules, qui ont un jour fait partie de cet océan primitif, continuent d'exister en chacun de nous? Dans ce monde captivant des molécules d'ARN, imaginez comment ces petites structures pouvaient simultanément accomplir deux fonctions critiques: stocker des informations et catalyser des réactions chimiques. Cette double nature fait des molécules d'ARN l'un des premiers candidats pour le rôle de forme de vie oscillant entre matière inanimée et matière vivante. Savez-vous que les molécules d'ARN peuvent former des structures catalytiques qui peuvent accélérer les réactions chimiques avec une efficacité extraordinaire? Ce phénomène est appelé ribosome, et il a été à la base de la compréhension de la manière dont la vie pourrait être née à partir de simples composés chimiques. Certains ribosomes peuvent de même se copier eux-mêmes, ce qui indique la possibilité d'autoreproduction, un signe clé de la vie. Mais attendez, il y a encore des aspects plus intéressants. L'ARN pourrait évoluer par sélection naturelle, ce qui signifie que les molécules qui étaient plus efficaces dans la catalyse des réactions ou dans la réplication pourraient dominer dans l'évolution prébiologique. Ce n'était pas simplement un processus de hasard, mais le résultat d'une évolution chimique où les molécules d'ARN, comme oscillant à la limite de la vie, pourraient mener leur propre combat pour la survie. Ces molécules, en formant des structures complexes, similaires à deux spirales, créaient un environnement pour interagir avec d'autres composés chimiques. Imaginez un océan rempli de ces ribosomes où chaque molécule a une chance de réussir et donc d'évoluer. Saviez-vous que certaines expériences montrent que des conditions similaires à celles qui existaient sur la Terre primitive peuvent favoriser la formation de molécules d'ARN à partir de simples composés organiques comme l'adénine et la ribose? Cette découverte remet en question les représentations traditionnelles de la manière dont la vie pourrait naître. Les recherches scientifiques montrent que sous certaines conditions, l'ARN peut apparaître spontanément et s'auto-organiser en structures capables d'activité catalytique. Cela signifie que la vie pourrait être née non d'un seul événement, mais comme résultat d'interactions complexes de nombreux processus chimiques. Et savez-vous ce qui est le plus choquant? Ces molécules d'ARN pourraient devenir la base de la formation des premières cellules, ouvrant la voie à l'apparition de la vie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Imaginez des molécules qui, comme des danseurs sur l'eau, se rassemblent rapidement en double couche.
Ces lipides, dotés d'extrémités hydrophobes et hydrophiles, commencent à s'auto-organiser pour former des structures qui deviendront la base des premières membranes cellulaires. En fait, ils créent de minuscules bulles qui séparent le contenu interne de l'environnement aqueux extérieur. Et c'est ici que les choses deviennent vraiment intéressantes. Dans ces fines enveloppes, d'une épaisseur de quelques nanomètres, apparaissent des conditions nécessaires pour des réactions chimiques complexes. Ces membranes, composées de 2 couches de lipides, forment une barrière qui protège tout ce qui se trouve à l'intérieur du monde extérieur. Cette séparation est cruciale, car c'est dans ces espaces protégés que les molécules peuvent interagir plus efficacement, créant les premiers processus cellulaires. Les gouttelettes d'eau entourées de parois lipidiques créent des conditions idéales pour la formation de protéines et d'autres composés organiques, qui deviendront les blocs de construction de la vie. Imaginez maintenant que chaque telle microcapsule pourrait contenir jusqu'à plusieurs milliers de molécules différentes, et cela leur permet d'expérimenter avec de nouvelles réactions chimiques. Ce processus s'appelle l'auto-assemblage, et il se produit grâce aux propriétés uniques des molécules qui s'attirent les unes les autres, comme des particules magnétiques. Savez-vous ce qui est encore plus fascinant? Ces membranes peuvent changer de forme et de composition, s'adaptant aux conditions de l'environnement extérieur. Cela crée encore plus d'opportunités pour les interactions chimiques. À chaque nouvelle couche ajoutée à la membrane, de nouvelles fonctions apparaissent, et c'est ici que commence l'évolution de la vie cellulaire. Et dans ces minuscules bulles commence la véritable magie. Les réactions chimiques qui ont conduit à la formation des premières molécules organiques se produisaient dans un environnement protégé où les molécules pouvaient librement interagir les unes avec les autres, créant des structures de plus en plus complexes. Mais ce n'est que le début. Imaginez quelles molécules pouvaient se former dans ces bulles protégées, attendant leur heure pour devenir la base de la vie telle que nous la connaissons. Tandis que les molécules s'unissaient et formaient des structures complexes, des choses extraordinaires se produisaient dans l'océan des réactions chimiques. Imaginez comment, dans cette atmosphère bouillonnante, des systèmes émergeaient progressivement, acquérant des traits de vie. Ils ne se contentaient pas d'exister. Ils interagissaient entre eux, échangeant des substances, comme dans une danse où chaque pas menait au suivant. Un point crucial, ces systèmes ne possédaient pas de conscience, mais leur comportement devenait de plus en plus dirigé. Et c'est dans ce processus que se manifestaient les premiers signes de reproduction. Comment cela se produisait-il? Les molécules, dotées d'une certaine stabilité, répétèrent leur combinaison, créant quelque chose de nouveau qui pouvait exister dans ce chaos. C'était comme un murmure de vie, à peine perceptible au milieu du fracas chimique. Chaque nouvel élément qui se liait aux autres ouvrait la voie à des interactions plus complexes. Et ainsi, les frontières entre le non-vivant et le vivant s'estompaient peu à peu. Avec le temps, ces systèmes commencèrent à réagir aux changements de leur environnement. Ils se rendaient compte, à leur propre surprise, quand la température changeait ou quand l'environnement devenait plus acide. Ce sentiment, comme un instinct, les poussait à s'adapter et à changer. Que pensez-vous de ce qui se passait ensuite? Ces molécules ne se contentaient pas de survivre, elles évoluaient, cherchant de meilleures conditions pour leur existence. Ce n'était pas simplement un processus de réaction aléatoire, mais une véritable histoire où chaque nouvelle combinaison pouvait devenir le début de quelque chose de grand. Et ainsi, au milieu de cet océan bouillonnant, la vie émergeait, comme un murmure parmi le fracas. Tout cela se déroulait dans le cadre d'un temps immense, où chaque instant devenait important. Saviez-vous que la formation des premières protocellules a pris des milliards d'années? Ce processus n'était pas instantané, mais fluide, comme le cours d'une rivière qui forme lentement les rives. Et chaque nouvelle molécule, comme une goutte d'eau, ajoutait son histoire à ce flux sans fin. Les stromatolites, ces mystérieuses structures stratifiées, constituent l'un des plus anciens témoignages de la vie microbienne sur Terre. Imaginez des petites collines, s'élevant lentement au fond des océans primitifs, formées par l'activité des micro-organismes dans les mers peu profondes. Ces formations naturelles poussent lentement, couche par couche, et chaque nouvelle couche raconte l'histoire de millions d'années, celle de la lutte pour la survie dans des conditions qui nous semblent aujourd'hui cruelles. Les stromatolites se forment grâce à l'interaction des cyanobactéries, qui, en utilisant la lumière solaire, produisent de l'oxygène et capturent des particules sédimentaires, créant une structure continue. Si vous pouviez regarder dans le passé, vous verriez ces micro-organismes former les premiers écosystèmes sur la planète, où la vie prospérait dans une étroite interaction mutuelle.
Ces structures ne témoignent pas seulement des formes de vie anciennes, mais ont également joué un rôle clé dans la formation de l'atmosphère terrestre en augmentant sa teneur en oxygène. Savez-vous que les stromatolites peuvent atteindre une hauteur de 30 cm et se former sur des milliers d'années? Il est difficile de le croire, mais certains d'entre eux ont survécu jusqu'à nos jours et peuvent être vus dans les mers modernes, comme l'île australienne de Long Island, où ils continuent de raconter leur histoire. Il est intéressant de noter que dans certains endroits, les stromatolites se forment encore aujourd'hui, et ils sont des témoins vivants de l'évolution de la vie sur Terre au cours de milliards d'années. Ces structures ne sont pas seulement des rochers, ce sont des écosystèmes entiers qui montrent comment la vie peut s'adapter et survivre dans des conditions qui nous semblent extrêmes. Mais savez-vous ce qui est le plus fascinant? Il existe des endroits où les stromatolites se forment encore aujourd'hui, dans des conditions similaires à celles qui existaient sur Terre il y a des milliards d'années. Ces endroits deviennent de véritables laboratoires pour les scientifiques qui tentent de résoudre les mystères de la vie et de son apparition sur notre planète. Imaginez des êtres microscopiques qui vivent dans l'eau et sont capables de transformer l'énergie solaire en énergie chimique. Ce n'est pas de la science-fiction, mais une réalité. Les cyanobactéries, les plus anciennes formes de vie sur Terre, ont commencé ce processus de photosynthèse il y a environ 3,5 milliards d'années. Ces minuscules organismes utilisaient la lumière pour décomposer les molécules d'eau en hydrogène et en oxygène, libérant ainsi de l'oxygène comme sous-produit. Savez-vous ce qui est le plus incroyable? C'est grâce à ce processus que l'atmosphère de la Terre a commencé à se saturer en oxygène, ce qui est devenu la base de la vie telle que nous la connaissons. Les cyanobactéries, mesurant seulement quelques micromètres, agissaient comme de petites usines, absorbant le dioxyde de carbone et le transformant en composés organiques qui servaient de nourriture à d'autres organismes. À une époque où l'atmosphère de la Terre était toxique, ces micro-organismes ont commencé à modifier activement la composition chimique de leur environnement. Quelle révolution s'est produite sur la planète? Ils ont créé des conditions propices à l'émergence de formes de vie plus complexes. Imaginez des milliards de cyanobactéries flottant dans les océans primitifs, transformant lentement l'atmosphère pour la rendre plus respirable. Les recherches scientifiques montrent que le niveau d'oxygène dans l'atmosphère a augmenté jusqu'à 30% grâce à l'activité de ces minuscules êtres. C'était un véritable triomphe évolutif. Pour la première fois, des organismes vivants ont commencé à modifier activement leur environnement, formant une atmosphère où des formes de vie plus complexes, y compris les plantes, les animaux et, en fin de compte, les humains, pourraient émerger et prospérer. Imaginez l'ampleur de ce processus. Des cyanobactéries couvrant des millions de kilomètres carrés agissent comme un seul organisme, produisant de l'oxygène en quantité suffisante pour soutenir la vie sur toute la planète. Ces minuscules mais puissants organismes sont à la base de toute la vie sur Terre, et leur héritage perdure jusqu'à aujourd'hui, car les plantes et les algues modernes mènent la même lutte pour l'énergie que leurs ancêtres anciens. Savez-vous ce qui est le plus choquant? Ces micro-organismes continuent encore aujourd'hui leur travail et leur contribution à la production d'oxygène représente environ la moitié de l'oxygène que nous respirons aujourd'hui. Il est temps où la planète a commencé à changer radicalement. Le ciel changeait progressivement de couleur, passant d'un bleu délicat à un bleu vif, tandis que les océans, autrefois saturés de gaz carbonique, se remplissaient peu à peu d'oxygène. C'était l'époque où les organismes photosynthétiques, comme les cyanobactéries, ont commencé à libérer activement de l'oxygène dans l'atmosphère, et à chaque respiration de ces organismes, le niveau d'oxygène augmentait lentement, mais sur lit. Imaginez comment le monde autour de nous a évolué. Les mers, qui étaient autrefois sombres et lugubres, devenaient progressivement plus claires, et la vie en elles commençait à évoluer. Mais ce qui est choquant, c'est que l'oxygène, qui est devenu la base de l'avenir, était un poison pour la plupart des formes de vie existantes à l'époque. De nombreux organismes ne pouvaient pas s'adapter aux nouvelles conditions, ce qui a conduit à des extinctions massives, presque une catastrophe. Cependant, pour ceux qui ont survécu, des possibilités évolutives incroyables s'ouvraient. Les organismes microscopiques ont commencé à s'adapter, développant de nouveaux chemins métaboliques leur permettant d'utiliser l'oxygène comme source d'énergie. Cela a conduit à l'apparition de formes de vie complexes qui ont ensuite rempli les océans, puis la Terre. Imaginez maintenant, sur une planète où l'oxygène devient de plus en plus abondant,
les conditions se forment pour l'apparition des premiers organismes multicellulaires qui deviendront les ancêtres de tous les animaux. Ce processus, comme un immense tableau de mosaïque, se colorait de nouvelles couleurs et formes, préparant la scène pour la future diversité de la vie. L'oxygène, qui était autrefois un ennemi, est devenu la clé des écosystèmes qui soutiendront la vie sur Terre pendant des milliards d'années. Et savez-vous ce qui est le plus impressionnant? Cet oxygène, que nous percevons aujourd'hui comme quelque chose de banal, est le résultat de la plus grande transformation, lorsque le monde semblait sur le point d'être détruit, simplement pour ouvrir les portes à un nouveau monde riche en vie, où chaque molécule d'oxygène était comme un billet pour une nouvelle ère. Imaginez un fond marin où chaque couche est comme une page d'un livre, narrant les transformations de notre planète. Les rouges ferrugineux, que nous trouvons aujourd'hui, sont des témoins géologiques de l'époque où les océans se remplissaient d'oxygène et où la vie commençait à se développer. Ces strates alternant avec des couches riches en fer et en silice se formaient par l'interaction du fer dissous avec l'oxygène devenu disponible dans l'atmosphère. Ce processus peut être décrit comme une réaction dramatique où les oxydes de fer se déposaient, créant des couches impressionnantes qui conservaient les secrets du monde ancien. Par exemple, dans chaque mètre carré de ces dépôts, on peut trouver jusqu'à 30% d'oxyde de fer, ce qui les rend non seulement beaux, mais aussi informatifs. Dès que l'oxygène produit par les micro-organismes photosynthétiques a commencé à remplir les océans, le fer présent dans l'eau a commencé à s'oxydiser et à se déposer au fond, formant ces couches colorées fascinantes. Mais ce n'est pas encore le plus étrange. Dans certains de ces ferrugineux, on a découvert des couches d'une épaisseur de 5 mètres, indiquant des milliers d'années d'accumulation de sédiments. Ces roches sont devenues une véritable chronique gravée dans la pierre, racontant comment les océans et l'atmosphère de notre monde ont évolué dans une nouvelle direction. Les recherches montrent que c'est à cette époque que le processus a commencé, qui a conduit plus tard à l'apparition des organismes multicellulaires, transformant radicalement la biosphère terrestre. Savez-vous ce qui est encore plus fascinant? Les analyses scientifiques montrent que la concentration de fer dans ces couches était 2 fois plus élevée que dans les mers modernes. Chaque couche d'oxyde semble conserver les secrets de l'océan ancien, et c'est ici que l'on peut trouver les clés pour comprendre comment la vie sur notre planète a pu survivre et se développer dans des conditions qui semblent aujourd'hui complètement incroyables. Imaginez une Terre recouverte d'une épaisse couche de glace. La température descend à moins 100 degrés Celsius et les océans se transforment en déserts glacés. Cette période, connue sous le nom d'hypothèse glaciaire, suggère que notre planète a pu être presque entièrement gelée. Dans l'atmosphère, des changements significatifs se sont produits. Le niveau de dioxyde de carbone est tombé à des valeurs extrêmement basses, entraînant un refroidissement brutal. En conséquence, les océans se sont figés, ne laissant que de rares oasis d'eau ouvertes autour des îles volcaniques où la vie pouvait continuer à exister. Ces volcans, comme des phares dans le désert glacé, émettaient des geysers chauds et des minéraux, créant des îlots de chaleur au milieu des vastes étendues glacées. Vous auriez pu voir comment des organismes primitifs survivaient dans ces eaux ouvertes, luttant pour leur existence dans des conditions qui semblent aujourd'hui insupportables. Mais ce qui est choquant, c'est que ces conditions extrêmes ont agi comme un filtre évolutif, sélectionnant les formes de vie les plus adaptées. Les micro-organismes qui ont réussi à survivre dans ces conditions rigoureuses ont développé des adaptations uniques, leur permettant de prospérer là où d'autres n'ont pas pu. Imaginez-les se battre contre les vents glacés et le manque de lumière, développant leurs propres mécanismes de protection. Mais ce n'est pas tout. Les scientifiques pensent que c'est à cette époque que les premiers organismes multicellulaires se sont formés sur Terre, trouvant un moyen d'utiliser les sources volcaniques comme source d'énergie. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? Ces conditions pourraient avoir été un catalyseur pour l'apparition de formes de vie plus complexes, car la survie dans de telles circonstances nécessitait des stratégies incroyables. Les vastes boucliers de glace qui couvraient les continents atteignaient une épaisseur de 3 km, comprimant les couches souterraines et modifiant le paysage de la planète. Sur ces vastes étendues glacées, on pouvait voir de gigantesques fissures où des courants tumultueux formaient des cristaux, similaires à ceux que l'on trouve dans les eaux arctiques modernes. Et c'est là que commence le véritable délire. Lorsque le climat a commencé à changer, et que le dioxyde de carbone a recommencé à s'accumuler dans l'atmosphère, les boucliers de glace ont commencé à fondre, ouvrant de nouvelles possibilités pour la vie. C'était une époque
où les océans se remplissaient à nouveau d'eau, et la vie commençait à remplir les vides laissés par les vastes étendues gelées. Mais ce qui est le plus fascinant dans cette histoire, c'est que les changements dans l'atmosphère qui ont entraîné un refroidissement global pourraient avoir été causés par les mêmes éruptions volcaniques qui maintenaient la vie dans ces rares oasis. Les secrets de cette époque glaciaire sont encore conservés dans les entrailles de notre planète, attendant d'être découverts par les scientifiques. Tant que la Terre était dominée par des formes de vie simples, des transformations extraordinaires se produisaient à l'intérieur des micro-organismes. Imaginez, à l'intérieur de ces minuscules êtres, des structures complexes commencent à se former, comme dans une ville miniature où chaque cellule devient un véritable centre de vie. La première cellule eucaryote est apparue grâce à une symbiose unique entre différents micro-organismes simples qui se sont unis pour former un système plus complexe. Ce pas était comme le passage d'une maison à un seul étage à un immeuble à plusieurs étages, où chaque étage remplit une fonction spécifique. À l'intérieur de ces nouvelles cellules, des noyaux et des organelles se formaient, agissant comme différents départements dans une grande entreprise. L'un produisait de l'énergie, un autre synthétisait des protéines et un troisième stockait l'information génétique. Cette organisation extraordinaire a permis aux cellules de devenir plus adaptables et efficaces. Imaginez comment l'énergie provenant de la lumière solaire commence à être utilisée pour créer des molécules organiques, comme sur une usine où chaque équipement fonctionne à un rythme idéal. Ainsi, les eucaryotes ont ouvert la voie à la multicellularité, rendant possible l'apparition d'organismes complexes. C'était un véritable bond en avant qui a conduit à la diversité de la vie telle que nous la connaissons aujourd'hui. De plus, dans ce nouveau monde de cellules, des mécanismes existaient pour permettre l'échange d'informations et la coordination des actions, comme dans un orchestre bien réglé. Et savez-vous ce qui est le plus fascinant? Ces villes cellulaires sont devenues la base de tous les organismes multicellulaires qui ont ensuite envahi la planète. Imaginez une cellule, similaire à un micro-organisme ancien, décide soudainement de dévorer une autre cellule. Au lieu de la digérer, elle forme avec elle un partenariat unique. Ce n'est pas un simple repas, mais le début d'une nouvelle ère. Les eucaryotes, tels que nous les connaissons, sont apparus grâce à de telles relations symbiotiques. La bactérie qui pénètre à l'intérieur ne devient pas seulement de la nourriture, mais un partenaire vital capable de remplir des fonctions que la cellule hôte ne pouvait pas accomplir seule. Par exemple, les mitochondries, que nous connaissons aujourd'hui comme les stations énergétiques des cellules, proviennent probablement de bactéries capables de décomposer des composés organiques et de produire de l'adénosine triphosphate, la principale source d'énergie pour les cellules. Savez-vous ce qui est le plus choquant? Ces bactéries fournissaient de l'énergie à la cellule, en échange de protection et d'un environnement stable pour vivre. Chaque cellule pouvait devenir un véritable coopératif biologique où les anciens concurrents se transformaient en partenaires, unissant leurs forces pour survivre. La complexité de ces relations augmentait et de nombreuses de ces relations symbiotiques se répétaient, formant des structures de plus en plus complexes. C'est comme si différentes équipes se fusionnaient en une seule, créant un organisme puissant capable de s'adapter et de survivre dans des conditions changeantes. Et voici ce qui se passe au niveau cellulaire. Une véritable révolution commence grâce à cette coopération. Par exemple, les plastides, responsables de la photosynthèse, pourraient également être issus de cyanobactéries englouties, rendant chaque cellule eucaryote véritablement unique dans sa capacité à produire de l'énergie. Combien de tels partenariats ont-ils eu lieu au fil des milliards d'années? Chaque l'un d'eux a peut-être été un catalyseur pour l'apparition de nouvelles formes de vie, et savez-vous ce qui est le plus impressionnant? Ces relations symbiotiques continuent d'exister aujourd'hui, soulignant à quel point tous les organismes vivants sur la planète sont étroitement liés, des organismes les plus simples aux formes multicellulaires les plus complexes. Imaginez les premiers organismes multicellulaires apparaissant dans les mers anciennes, où le soleil dansait à la surface de l'eau. Ces créatures, composées de cellules simples, ont commencé à se regrouper en colonies, chacune ayant une fonction spécialisée. Comment est-ce possible? Examinons cela. Ces colonies n'étaient rien d'autre que des prototypes de ce qui deviendrait plus tard la base de toutes les formes de vie complexes. Oui, elles étaient primitives par rapport aux organismes modernes, mais elles ont été le catalyseur de l'évolution. Dans ces colonies, les cellules individuelles ont commencé à interagir,
créant un système où une cellule pouvait se charger de la nourriture, tandis qu'une autre protégeait la colonie des prédateurs. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? Ces organismes primitifs pouvaient être de la taille d'une graine et flotter dans des eaux riches en nutriments, favorisant ainsi leur développement. Ils n'étaient ni des plantes ni des animaux, mais quelque chose d'intermédiaire, quelque chose qui commençait à maîtriser les mécanismes complexes de la vie. Lorsque les cellules individuelles ont commencé à se diviser et à se spécialiser, elles ont formé des communautés où chaque élément travaillait pour le bien commun. Ces colonies pouvaient inclure des dizaines, voire des centaines de cellules qui, en interagissant, créaient quelque chose de bien plus grand que la somme de leurs parties. Comment ces organismes ont-ils survécu dans les océans anciens? Le secret résidait dans leur capacité à s'adapter et à utiliser leur environnement. Ils pouvaient absorber les nutriments dissous dans l'eau et produire de l'oxygène par photosynthèse, ce qui constituait une véritable révolution pour toute la vie sur la planète. Mais ce n'est pas tout. Certaines de ces colonies pouvaient même former des enveloppes protectrices, leur permettant de survivre dans des conditions défavorables. Et savez-vous ce qui est le plus fou? Elles sont devenues les ancêtres de toutes les formes de vie multicellulaires que nous connaissons aujourd'hui. Ces organismes simples ont posé les bases des écosystèmes complexes qui ont ensuite rempli les océans. Les recherches scientifiques montrent que de telles colonies pouvaient exister il y a environ 800 millions d'années, et elles ont été à l'origine de l'apparition des premiers animaux que nous pouvons observer dans les fossiles. L'Ediacarien biota est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Imaginez un fond marin recouvert d'organismes plats et mous, semblables à des feuilles ou des plumes. Ces êtres, qui vivaient il y a environ 600 millions d'années, étaient les premiers organismes multicellulaires, et ils avaient l'air d'être venus d'un autre monde. Par exemple, certains d'entre eux avaient une forme rappelant des fleurs sous-marines, avec des pétales larges et presque transparents qui ondulaient doucement dans les courants calmes des anciens océans. Ces créatures étaient si étranges qu'il est difficile de les imaginer dans le contexte de la vie d'aujourd'hui. Ils n'avaient pas de squelette rigide, comme les animaux modernes, et n'avaient pas besoin de structures rigides pour survivre. C'était une époque où les prédateurs n'étaient pas encore apparus, et les édiacariens nageaient dans un monde où la règle de vie était la douceur et la plasticité. Leur corps était composé de cellules, mais ils n'avaient aucun organe tel que nous les connaissons aujourd'hui. Ils pouvaient absorber des nutriments de l'eau comme les éponges, et leur taille variait de quelques centimètres à plus d'1 mètre de long. Par exemple, l'un des êtres les plus célèbres, Dickinsonia, avait une longueur d'environ 30 cm et ressemblait à un immense bonbon avec des rayures caractéristiques qui pourraient être liées à sa capacité à se reproduire. Mais ce n'est pas tout. Certains organismes, comme Sprigina, avaient des traces de symétrie, ce qui suggère un possible développement de formes de vie plus complexes. Cela donne une idée fascinante de la manière dont la vie pouvait évoluer dans des conditions que nous ne pouvons pas imaginer. Les édiacariens mous vivaient au fond des océans, où la lumière était à peine perceptible, et beaucoup d'entre eux étaient recouverts de fines enveloppes presque transparentes qui les protégeaient du monde extérieur. Dans ce royaume mystérieux, libres de la compétition et de la prédation, ils ondulaient dans des eaux riches en oxygène et en nutriments. Savez-vous que certains de ces êtres pouvaient atteindre une taille comparable à celle des étoiles de mer modernes? Mais ce qui est vraiment choquant, c'est que beaucoup d'entre eux ont disparu sans laisser de traces, et leur origine reste un mystère pour les scientifiques. Comment sont-ils apparus et pourquoi ont-ils disparu? Peut-être que la réponse se trouve dans la clé de l'évolution de la vie sur Terre. Prenez un instant pour réfléchir. Notre planète, autrefois une boule incandescente, a traversé le feu, l'eau et la glace pour devenir le foyer d'une incroyable diversité de formes de vie. Ce voyage n'a pas été simple. Il rappelait une épopée où chaque étape était marquée par des défis et des aventures. D'abord, lorsque la Terre se formait à peine, sa surface était en ébullition avec des volcans crachant de la cendre et de la lave, créant un paysage qui semblait complètement inhospitalier pour la vie. Mais c'est précisément cet environnement extrême, riche en minéraux et éléments, qui a marqué le début d'un long chemin vers l'émergence de la vie. Imaginez comment, sur la surface de ces océans en fusion, constitués de magma fondu, apparaissaient progressivement les premières gouttes d'eau, créant des conditions propices à la formation des premiers organismes simples. Ces micro-organismes sont devenus les ancêtres de la diversité de la vie que nous voyons aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout.
Lorsque les glaces ont commencé à recouvrir la planète, elles n'ont pas seulement modifié le paysage, mais ont également créé de nouveaux écosystèmes où les êtres vivants devaient s'adapter et évoluer. Dans ce processus de survie et d'adaptation sont nées des espèces extraordinaires capables de résister à des conditions rigoureuses. Et savez-vous ce qui est encore plus incroyable? Pendant des millions d'années, la vie, au bord de l'extinction, a constamment lutté pour son existence. Et dans cette danse complexe de l'évolution, chaque nouvelle génération a laissé sa trace. De minuscules organismes qui nageaient autrefois dans les mers anciennes sont devenus la base de formes de vie plus complexes, telles que les poissons et les amphibiens, qui ont commencé à coloniser la terre ferme. Et maintenant, imaginez ces premiers êtres terrestres rampant sur une terre humide, devenant la base de tous les mammifères, y compris nous. Nous avons une chance incroyable de pouvoir étudier cette histoire fascinante, allongée dans notre lit, en laissant nos pensées voyager à travers les mers anciennes et observer les premiers signes de vie sur la jeune Terre. Et dans ce contexte, il est important de se rappeler, notre planète n'est pas seulement un lieu où nous vivons, c'est un berceau unique qu'il faut protéger et préserver. Alors, quand vous fermerez les yeux, pensez à tous ces milliards d'années qui ont conduit à votre existence et à ce voyage incroyable que notre planète a parcouru pour nous offrir ce monde. Bonne nuit, et que vos rêves soient profonds et paisibles, remplis de mers anciennes et des premiers signes de vie sur la jeune Terre.